Sono contento di accogliere Pauline, che arriva dalla Francia e ci presenterà la sua fondazione e quello che fa con i suoi ragazzi. Si ça marche. Bonjour à tous. Ce que je vous propose pour rentrer dans le sujet que je vais vous présenter, c'est 2 petites vidéos qui ont été tournées pour le journal télévisé français. Alors vous verrez, c'est des formats qui durent 1 minute, 2 minutes et qui vous donnent un aperçu visuel de l'expérimentation que je vais vous présenter. En lien avec le thème du congrès, il s'agit d'une expérimentation que nous menons en France sur l'accompagnement des jeunes qui sortent des dispositifs de protection de l'enfance, c'est-à-dire ceux qui ont passé l'âge de prise en charge par les systèmes de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire entre 18 et 21 ans. Du coup, juste pour que vous compreniez aussi la vidéo, que je vous donne 2-3 éléments de contexte français qui seront repris après dans ma présentation. En France, la protection de l'enfance est organisée par les départements. La protection de l'enfance est une politique obligatoire jusqu'à 18 ans. De 18 ans à 21 ans, c'est une politique non obligatoire où le jeune peut signer un contrat avec l'aide sociale à l'enfance pour continuer à être accompagné. Aujourd'hui, en France, le contexte économique fait que les départements sont à court d'argent et ont tendance de plus en plus à demander aux jeunes à 18 ans de sortir de façon, on va le dire, un peu brutale des dispositifs. Or, cela se confronte à une réalité qui est sortie dans la presse de plus en plus. Il y a un plan pauvreté qui a été présenté par le gouvernement qui pourtant alerte sur le gâchis économique, et humain bien sûr, mais il est présenté médiatiquement comme un gâchis économique, des jeunes qui ont eu des longs parcours protection de l'enfance et qui pourtant, derrière, viennent remplir les centres sans domicile fixe, les prisons, les hôpitaux psychiatriques. Donc il y a des études qui ont été faites et le dispositif que je vais vous présenter est un dispositif qui vise à maintenir un lien, un filet de sécurité, on verra après comment on le qualifie, avec ces jeunes qui sont sortis des institutions et leur permettre d'accéder aux droits et d'éviter des rechutes brutales. Donc voici d'abord en quelques images ce que peuvent donner le témoignage de jeunes qui bénéficient de ce dispositif. Ça vous donnera aussi l'occasion d'avoir un petit aperçu sur l'établissement dans lequel je travaille, qui est un établissement de protection de l'enfance dans le Val d'Oise, un département à côté de Paris, qui appartient à une grande fondation qui s'appelle la Fondation d'Auteuil, qui existe depuis 150 ans, dont l'activité est d'accompagner la jeunesse et les familles en difficulté. Donc bien sûr qu'il y a des établissements de protection de l'enfance, mais aussi des établissements scolaires, des lieux parents-enfants, des crèches éducatives, voilà, tout un panel de dispositifs. Ça représente à peu près, sur la protection de l'enfance, 200 établissements répartis dans toute la France et environ 3500 jeunes accompagnés au titre de la protection de l'enfance sur la Fondation Apprentis d'Auteuil, pour vous donner, voilà. Et puis vous verrez qu'on est à Paris, mais dans les quelques images tournées, qu'on a la chance d'être sur une colline avec un peu de verdure et que ça aussi, c'est un cadre important pour le bon accueil des jeunes. Les pauvres, ils restent pauvres. Et parmi les priorités du plan qui doit être annoncé ce matin, eh bien, c'est d'éviter que les enfants qui naissent dans la pauvreté le restent toute leur vie. Et pour ça, il faut les accompagner, y compris après 18 ans quand ils deviennent majeurs, bien encadrés, soutenus. Oui, ils peuvent s'en sortir. La preuve avec ce reportage d'Isabelle Golins, Jérémy Père et Alexia Ferry. Bonjour Mathieu. Mathieu a passé plusieurs mois dans ce foyer d'accueil. Le jeune homme d'aujourd'hui 19 ans est éloigné de sa famille et placé lorsqu'il a 14 ans. Il entre ainsi dans les dispositifs de l'aide sociale à l'enfance, encadré par des adultes qui l'aident à se reconstruire après plusieurs années difficiles. Il passe ensuite dans d'autres lieux d'hébergement jusqu'à ses 18 ans. J'ai fait des hôtels à droite à gauche et au bout d'1 an, ils m'ont mis à Strasbourg dans un appartement. J'étais content au début, je me suis dit voilà, nouvelle vie, nouvelle autonomie. Et quand ils m'ont dit qu'à mes 18 ans, ils allaient me virer, que j'allais plus avoir de logement, bah du coup, dans ma tête, je me suis dit, je préfère fuir que vivre la réalité et être dans la rue. Dans la rue, il y fera un court passage avant d'aller frapper à la porte du foyer qu'il avait accueilli en région parisienne et qui va l'aider à faire toutes les démarches pour s'en sortir.
Ils m'ont aidé énormément pour ma demande de logement, ma recherche de travail, tout ce qui était papier administratif. Moi, je connaissais rien du tout. Aujourd'hui, Mathieu a trouvé un emploi dans la restauration rapide. Il s'est installé avec sa compagne. Une situation inespérée, nous raconte ce futur papa. J'y croyais plus au bout d'un moment et là, quand je vois d'où je suis venu, je suis très fier de moi, de mon parcours. Ce dispositif dont a bénéficié Mathieu est une expérimentation. Aider les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance brutalement à 18 ans. Il n'y a pas de filet de sécurité pour ces jeunes. Et donc, ils tombent plus facilement. La question du logement, immédiatement, quand on n'a pas d'argent ou pas de travail, on peut vite se retrouver à la rue si on n'a pas quelqu'un pour héberger ou un réseau. On estime que près d'un quart des SDF sont d'anciens enfants placés, d'où l'urgence pour les professionnels de la protection de l'enfance à maintenir un accompagnement après 18 ans. J'ai l'autre priorité du président de la République, c'est la jeunesse. En France, 2/3 des jeunes se retrouvent sans aide ni ressources dès qu'ils deviennent majeurs. Nous avons rencontré Guillaume, c'est un jeune homme qui est accompagné chez les apprentis d'Auteuil. Il expérimente un nouveau dispositif. Reportage Kinson, Jean-Laurent Costantini. Depuis qu'il a quitté le foyer, Guillaume, 22 ans, bénéficie d'un accompagnement expérimental pour sortir de la précarité. C'est le premier travail de toute ma vie où je vais pouvoir le garder. Après, tout va se dénouer. Ce garçon angoissé a été placé très jeune à l'aide sociale à l'enfance, qui représente aujourd'hui près d'un quart des sans-abri. Pour éviter la rupture, le dispositif La Touline lui apprend les codes de l'entreprise. J'aimerais bien un jour revenir ici et leur dire voilà, j'ai un travail, j'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai un truc de stable. Lui qui rêvait de retrouver la liberté à sa majorité et avide d'échanter, l'insertion professionnelle prendra du temps. 200 jeunes comme lui sont suivis pendant 3 ans après la sortie par un chargé des anciens. Ouais, ça va. Ouais. Ça peut être de l'aide sur le logement, ça peut être de l'aide sur la recherche d'emploi, sur de la santé, sur vraiment des choses très diverses. Un lieu d'accompagnement, mais pas seulement. Ça représente ma sortie de galère en fait. En octobre, Guillaume commencera un service civique dans une association. Il espère signer un contrat après la période d'essai. Donc voilà ces petites images qui illustrent à travers Guillaume et Mathieu ce dont ont pu bénéficier les jeunes de ce dispositif qui s'appelle donc la Touline. Alors déjà, je trouve que c'est un très joli mot. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot de la Touline. Souvent, on connaît le mot de pomme de Touline. On le voit illustré ici. C'est le nœud. La pomme de Touline, c'est ce qui relie le bateau au port et qui sert à continuer à accrocher le bateau au quai. Et donc, c'est le nom qu'on a donné à ce dispositif expérimental. Alors, pour revenir un petit peu sur le contexte qui fait peur et qui commence à donner des frissons, c'est quand même les chiffres qui ont alerté les pouvoirs publics et dont s'est saisie la Fondation Apprentis d'Auteuil. On l'a dit dans le reportage, une surreprésentation des jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance à la rue. Quand on regarde les 18-25 ans, 36% des jeunes de 18 à 25 ans qui sont dans la rue ont eu un parcours d'aide sociale à l'enfance. Les jeunes filles placées, 13 fois plus de risques d'avoir une grossesse précoce à 17 ans. Voilà, donc c'est vraiment une population qui a été identifiée comme étant à risque. Et en France, on a une institution qui s'appelle le Conseil économique et social, qui s'est saisie de cette question et qui a conclu dans ses titres et dans ce rapport qu'il y avait une vraie injonction à l'autonomie aux 18 ans, qui en plus était complètement déconnectée de la réalité de ce qui se passait dans les familles. Avec le phénomène, en France, on appelle ça le phénomène Tanguy, parce qu'il y a eu un film qui est sorti là-dessus, d'un garçon qui restait jusqu'à 30 ans dans sa famille et dont la famille n'arrivait pas à se débarrasser, mais en fait qui se traduit dans ces chiffres, où l'âge moyen du départ de la famille, c'est 23 ans, et le premier emploi stable, c'est 27 ans. Voilà. Donc on voit bien ce grand écart qui est demandé, et à quel point on met les jeunes de l'aide sociale à l'enfance dans une demande qui va à l'inverse de la société. Alors, pourquoi est-ce que la fondation dans laquelle je travaille, Apprentis d'Auteuil, s'est saisie de cette question ? Alors sans doute parce que depuis 150 ans, elle s'occupe de ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance, et qu'avant même que les chiffres sortent, elle avait une vraie culture de recevoir régulièrement les anciens qui revenaient dans les établissements, où les éducateurs, les chefs de service, les directeurs accueillaient, aidaient autant que possible dans un quotidien quand même déjà très chargé.
Mais cette fondation, qui existe depuis 150 ans, de façon un peu désuète dans les textes, avait eu l'intelligence dans ses statuts, dans son article 1, de marquer, depuis 150 ans, qu'on s'engageait à aider et soutenir dans la vie les jeunes accueillis dans ces établissements, en s'efforçant de maintenir avec eux et entre eux des liens de confiante amitié. Et donc, c'est sur ce terreau favorable, cette tradition d'accueil des anciens, mais qui allait des anciens élèves de nos établissements scolaires, aux anciens des internats, et bien sûr qui recouvraient les jeunes de la protection de l'enfance, que nous avons décidé de nous mobiliser sur une action proactive, à faire un focus sur ceux qui sortaient de l'aide sociale à l'enfance. Donc cette expérience, elle a commencé il y a 2 ans. Elle s'appelle la Touline, sur 4 territoires, 4 départements expérimentaux en France. Le principe, c'était non pas d'attendre que le client revienne dans les établissements en disant « j'ai une difficulté », mais en disant à partir du moment où un jeune sortait de nos établissements, pendant les 3 ans de sa sortie, de façon active, nous allions maintenir le lien ou proposer de maintenir ce lien à travers, non pas un compte en banque, non pas des chèques restaurants, mais une personne et à travers la relation. Donc l'objectif, vous le voyez, un triple objectif, un lieu d'écoute et de dialogue, leur donner envie d'être accompagnés et d'accéder à ce qu'on appelle les dispositifs de droit commun, se soigner, demander un logement à loyer modéré, et puis tisser autour de ces jeunes un réseau de partenariats pour montrer aux services sociaux qui s'occupent des majeurs qu'il y avait sans doute une attention particulière, peut-être même une priorité, à donner à ces jeunes particulièrement vulnérables qui sortaient d'un long parcours de protection de l'enfance. Alors, après 2 ans de recul, qui sont ces jeunes? Ils ont en moyenne 21 ans. Ce sont beaucoup des garçons. Alors ça, c'est quand même très lié à notre histoire de la Fondation Apprentis d'Auteuil, qui, il y a 150 ans, s'est construite pour les garçons, parce que les jeunes filles, il y a 150 ans, elles étaient placées comme bonnes dans les familles bourgeoises et que nos institutions étaient principalement de garçons. Mais le chiffre des jeunes filles croissant dans nos établissements va croître dans les sortantes. Et on sait que les jeunes filles qui sont sorties récemment sont aussi très demandeuses par rapport à ce dispositif. Ces jeunes sont peu qualifiés, ils ont un logement qui est quand même peu stable, seulement 38% qui sont en location, il y en a beaucoup qui sont dans des squats, dans des hébergements d'urgence, et un quart qui sont dans des foyers jeunes travailleurs, qui sont quand même des logements qui restent dans du collectif et qui s'arrêtent à 25 ans, 30 ans au mieux. Et puis, quand on regarde les ressources, 23% qui déclarent gagner de 500 à 1000 euros par mois. Les autres, c'est qu'ils gagnent moins. Voilà. Une problématique spécifique dans ces jeunes, c'est qu'en France, les jeunes mineurs qui arrivent étrangers sur le territoire français sans famille rentrent dans les courroies de l'aide sociale à l'enfance, beaucoup dans nos établissements, même si aujourd'hui il y a des dispositifs spécifiques qui se créent, et donc viennent aussi bénéficier de ce dispositif, parce qu'il y a un certain nombre de procédures, notamment liées à la régularisation, à la recherche d'emploi, qui n'est possible qu'à partir de 18 ans, justement l'âge où ils sortent de la protection de l'enfance et où il n'y a plus de filet de sécurité pour eux. La façon de rentrer dans ce dispositif, elle est bien sûr sur la libre adhésion. Très souvent, à 18 ans, le jeune l'a dit dans le témoignage, on en a marre des services sociaux. On veut claquer la porte pendant un temps, et puis on est confronté à une réalité. Donc, tout le but, c'est de faire découvrir aux jeunes ce service avant qu'ils sortent, après de le proposer, de prendre un petit contact téléphonique, de le rendre visible, de donner envie, et puis pour que le jeune puisse savoir qu'en cas de besoin, il aura une porte, une oreille attentive et disposée, dont c'est la mission de continuer à l'accompagner. Il y a un élément déterminant qui est quand même la confiance avec l'établissement d'origine, dans le sens où, à la base, ce sont quand même les éducateurs qui vont l'accompagner avant sa sortie, qui vont faire ce lien pour pouvoir expliquer qu'après, ce n'est pas le grand vide, ce n'est pas la nature, mais qu'il y a la Touline. Alors, comment est-ce qu'on accompagne ces jeunes? Que fait cette Amélie que vous avez vue dans le bureau? Elle se déplace beaucoup, elle va sur leur lieu d'habitation, elle les reçoit dans son local. Et quand on regarde, en fait, il y a une sollicitation des jeunes qui nécessite une immense souplesse. Il y a ça va être le téléphone, ce Facebook,
ce WhatsApp, ceux qui veulent impérativement venir parce qu'en même temps, derrière, ils ont un bon café chaud et un petit goûter. Et donc, il va falloir être en permanence en train de s'adapter sur la façon dont on va rentrer en contact et ce qu'on va leur proposer en petit à petit, d'abord en essayant de traiter les problèmes urgents et puis en même temps à pouvoir créer un lien de confiance pour, dans la durée, traiter les problèmes plus de fond qui perdurent. On le voit, hein, le thème du congrès est bien là. Ce que les jeunes nous disent, c'est que ce qui est important pour eux, c'est qu'ils ont un lien de confiance et qu'ils trouvent une personne de confiance. C'est drôle, mais ça vient de la bouche des jeunes. Le slogan de notre fondation est un peu différent, mais se retrouve, c'est « grandir en confiance ». Et puis ça a évolué il n'y a pas très longtemps, c'était que la confiance pouvait sauver l'avenir. Et finalement, à travers ce dispositif de la Touline, ce qu'on veut, c'est qu'ils ne perdent pas ce lien de confiance qu'ils auront créé avec l'institution au moment de leur passage. L'idée aussi, c'est de proposer des jeunes des temps entre eux, des temps festifs, parce que leur isolement social est criant. Quand on a grandi en institution, une de nos difficultés, c'est de leur faire avoir un réseau pérenne. Parfois, ils ont bougé d'endroit, bougé de région. Et que nous étions quand même très interpellés par ces nombres de jeunes qui avaient en souvenir les grandes soirées de Noël qu'on venait sur nos établissements, souvent une semaine avant Noël, et puis qui, 2 jours avant Noël, nous repassaient des coups de fil en nous disant « mais au fait, il y a toujours la fête à l'établissement, est-ce que je peux venir ?» Ce qui était compliqué, et qui nous faisait comprendre que le soir de Noël, ils allaient être tout seuls. Donc on a aussi développé ces temps qui sont si difficiles pour les jeunes qui n'ont pas de famille sur laquelle s'appuyer et qui leur rappellent leur situation sur des moments bien particuliers, que ce soit les anniversaires ou que ce soit les fêtes que tout le monde fête en famille normalement. Avec quoi viennent les jeunes au bout de 2 ans de recul? Puisque ce qui est intéressant, c'est que nous venons de finir une étude après ces 2 ans d'expérimentation où l'enjeu pour la Fondation d'Auteuil était de dire est-ce qu'on l'étend à tous les départements, est-ce que ça marche? Et puis, qui on va devoir recruter comme profil pour pouvoir faire marcher ces dispositifs. Ce qu'ils veulent, les jeunes, ils nous disent, un interlocuteur de référence, une demande de lien, ça ne vous surprendra, je ne pense pas. Et que disent les jeunes quand on leur demande « mais qui est Amélie? Qu'est-ce que tu fais avec Amélie ?» Elle est toujours présente, on parle de tout. Avec elle, je peux parler de trucs plus perso, elle s'occupe de moi, c'est mon contact le plus proche. Pour vous donner une petite idée de comment ça s'illustre concrètement, Amélie, qui est la chargée de Touline sur le Val d'Oise où je suis, avait été sollicitée pour une jeune sortante des établissements du Val d'Oise, mais qui était partie pour Clermont-Ferrand. Elle l'appelle, mais c'était compliqué pour elle de se déplacer jusqu'à Clermont-Ferrand. Elle est rentrée en contact avec cette jeune fille. Elle ne l'a jamais vue, mais elles ont discuté et cette jeune fille lui a expliqué qu'elle cherchait de l'emploi et qu'elle allait avoir différents rendez-vous pour trouver un emploi avec des employeurs. Et elle s'était mise d'accord sur le fait qu'en sortant, ou avant le rendez-vous après, elle se passait un petit coup de fil pour débriefer. Cette jeune fille, quand on l'a interrogée après sur est-ce que ça lui avait servi, qu'elle a fini par décrocher un emploi, elle a dit oui. Et on lui a dit mais qu'est-ce qu'il y a? Et bien, tout d'un coup, dans ma vie, j'avais quelqu'un pour qui c'était important et qui pensait à moi quand j'allais passer l'entretien et pour qui j'avais quelque chose à raconter. Quand je sortais de l'entretien, j'avais quelqu'un à qui appeler. Sinon, j'avais personne. Et finalement, je me démotivais vite et un coup sur 2, je ratais mes entretiens. Alors, on a parlé un petit peu quand même d'une progression qui était ces jeunes non accompagnés, qui sont quand même de plus en plus nombreux avec une croissance presque exponentielle sur le territoire, qui sont les mineurs qui arrivent donc sans parents sur le territoire français et qui sont effectivement très demandeurs de ce lien-là parce que l'institution à la base était leur seule famille puisqu'ils n'ont pas de famille sur le territoire français et que le départ de l'institution est encore plus le départ d'une famille puisqu'il n'y en a pas d'autres qui existent sur le territoire. En plus, comme je vous l'ai dit, ils ont d'énormes sujets qui commencent à partir de 18 ans, notamment sur la régularisation administrative. Ça, c'est très vrai en région parisienne. Et après, ça va être vraiment fonction, finalement, des réalités des territoires. À Lille, ça va être la question du logement, parce que le département a décidé d'arrêter les contrats jeunes majeurs et qu'à 18 ans, il n'y a pas de sas de transition. À Dijon, ça va être beaucoup plus des demandes administratives parce que le département continue à accompagner sur le logement. Donc on voit que c'est quand même très dépendant des politiques départementales.
Mais là où on a, au bout de 2 ans, quand même pu matérialiser ce qu'on ressentait, c'est que les principaux jeunes qui se présentaient à la Touline étaient ceux qui avaient des très longs parcours de placement et qui n'avaient pas de réseau familial sur lequel s'appuyer. Finalement, le filet de sécurité qui existe pour tout le monde, eux n'existant pas, se retrouvaient quand même très isolés. Et bien sûr, on pouvait le pressentir, bien sûr, c'était eux qui, avant ce dispositif, revenaient dans l'établissement chercher du lien, mais on a mesuré à quel point ils étaient seuls, potentiellement déprimés et potentiellement très fragilisés. Sur cette question-là, des jeunes qui n'ont pas de filet de sécurité familiale, le gouvernement a, dans son plan Provoté, dit qu'il fallait en faire une priorité et justement demander d'accélérer le droit à garantir au moins un logement jusqu'aux 21 ans. Donc les choses progressent un petit peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi le retour de ce que ça a donné. Est-ce que ça a été efficace de mettre une personne, de mettre du lien pour ces jeunes sans filet de sécurité? Eh bien oui, puisqu'on est allé interroger tous les jeunes alors une grande partie des jeunes qui avaient été accompagnés sur ces 4 dispositifs expérimentaux. Et vous voyez en bleu leur situation à l'entrée. Est-ce qu'ils disposent d'un compte en banque? Est-ce qu'ils sont assurés? Est-ce que leur logement est assuré? Est-ce qu'ils touchent les allocations auxquelles ils ont droit? Et on voit que sur tous ces items, la situation progresse. Pareil en matière d'emploi. Est-ce qu'ils sont inscrits dans les agences de recherche d'emploi? Alors l'autorisation de travail, c'est particulier pour les mineurs étrangers qui cherchent à obtenir cette autorisation de travailler après 18 ans. Situation administrative et en matière de santé. Alors la carte vitale, c'est très français, hein, c'est la carte qui permet les remboursements sécurité sociale de médicaments. Est-ce qu'ils ont une mutuelle? La couverture maladie universelle, qui est la mutuelle pour les gens qui sont en dessous d'un seuil de ressources. La sécurité sociale, est-ce qu'ils sont en démarche pour leur permis de conduire? Le BSR, c'est le diplôme qui est obligatoire pour au moins pouvoir conduire un scooter, parce qu'il y a certains, pouvoir être livreur, c'est un moyen d'insertion. Est-ce qu'ils sont en règle et qu'est-ce qu'ils ne vont pas se faire rattraper par la police parce qu'ils ont fait leur journée défense et citoyenneté qui est obligatoire à partir de 16 ans? Est-ce qu'ils sont inscrits sur des listes électorales? Alors là, on est un peu moins bon, je vous avoue. Et est-ce qu'ils ont été recensés? Et vous voyez là encore que les résultats montrent que les situations progressent sur ces différents points. Alors si on devait caractériser de façon qualitative l'impact du dispositif, ils expliquent, les jeunes, que ça a évité de multiplier les parcours d'exclusion. La jeune fille, elle connaît des parcours d'errance, celle qui témoigne, mais elle nous explique que le fait tout d'un coup qu'on lui mette une personne et un interlocuteur évite le dérapage supplémentaire. Les partenaires expliquent aussi qu'ils comprennent à quel point ils doivent traiter en priorité un certain nombre de dossiers. Je vous donne un exemple, un jeune qui relevait du handicap et le traitement d'un dossier pour une demande de reconnaissance de handicap en région parisienne, c'est à peu près 1 an. Sauf que sa prise en charge s'arrêtait au bout de 6 mois et qu'en plus, les services qui instruisent les demandes de reconnaissance de handicap se demandaient exactement quelle reconnaissance il lui fallait. Donc au lieu d'1 an, ils ont mis 18 mois. Entre-temps, le jeune n'était plus pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il n'avait plus de domicile, il n'avait pas de travail. Et finalement, j'ai pu leur dire, mais regardez, les questionnements que vous vous êtes posés pour trouver la juste prise en charge fait que les notifications dont il bénéficie à présent, vous ne savez même plus où lui envoyer parce qu'il n'a plus de domicile. Et l'absence de décision et la lenteur de la décision a fait que ce jeune, sans ce dispositif de la Touline, finalement, serait tombé et n'aurait jamais bénéficié de notification puisque vous ne l'auriez sans doute pas retrouvé et qu'il ne vous aurait jamais sollicité. Effet majeur du dispositif, la question de l'insertion. C'est quand même une question, alors sans doute, j'espère qu'en Suisse vous êtes meilleurs que nous, mais qui est quand même très difficile pour nous dans les établissements de protection de l'enfance, parce que, protection, on est très protecteur, on protège, on fait pour, on dorlote. Et les apprendre à s'insérer, à être plus rapidement autonomes que les autres, comme on l'a vu, parce qu'à 18 ans, il faut encore plus qu'ils sachent se débrouiller. C'est vrai que ce n'est pas là où on est les meilleurs. Alors on essaye de progresser, mais c'est difficile pour des éducateurs
dont la mission est de protéger. Alors, le fait de changer d'interlocuteur, d'avoir un autre profil, qui ne sont plus les éducateurs de foyer qui protégeaient, mais d'avoir cette chargée de Touline, chargée des anciens, dont le métier c'est de l'insertion, ça permet quand même d'avoir des gros impacts sur cette question de la recherche d'emploi, de l'autonomie, et de pouvoir aussi ne pas enfermer le jeune dans son histoire et dans son parcours, peut-être un peu moins aussi, de lui trouver des excuses, mais de le pousser vers l'avant en le confrontant à une réalité économique et une réalité de vie qui est celle de gagner sa vie, de trouver du travail pour ne pas se retrouver à la rue. Bien entendu, le lien est fait avec les éducateurs quand il y a besoin d'éclairer telle ou telle difficulté, mais de façon volontaire, le chargé de Touline, il n'est pas au courant de toutes les valises et tout le sac à dos de la vie que porte le jeune et qui parfois nous empêche d'être totalement objectifs pour lui donner aussi le coup de pied au derrière dont il a besoin. Je passe rapidement sur les types de demandes dans le parcours d'insertion, mais on voit que quand même une des caractéristiques majeures de nos jeunes est la difficulté à accéder aux droits communs, à faire valoir leurs droits, à aller se faire soigner, à demander les allocations, ce dont ils ont besoin. Alors ça nous pose une difficulté, on y reviendra après, c'est que nous, on aimerait bien démontrer au pouvoir public que de bien s'occuper des jeunes génère des économies. Ça intéresserait beaucoup les départements. Sauf qu'il est vrai que dans un premier temps, on va leur apprendre à consommer du service public, à faire accéder leurs droits. Alors pour éviter ensuite des coûts supplémentaires, c'est ce qu'on aimerait démontrer, qu'ils ne finissent pas en prison, qu'ils ne finissent pas à la rue ou dans les centres d'hébergement d'urgence qui coûtent extrêmement cher. Mais c'est vrai que dans un premier temps, pour pouvoir éviter ces ruptures, l'idée est quand même à la base de pouvoir accéder à ces droits. L'idée, quand même, est de prendre du temps. Un gain en autonomie progressif au rythme du jeune. On prend des nouvelles, on tisse un filet de secours. Là encore, la parole des jeunes est assez explicite. Ils t'accompagnent et te donnent des conseils, donc ça donne envie d'être autonome, tout en sachant que tu peux les appeler en cas de problème. Ils parlent de l'estime d'eux-mêmes. J'étais encore un enfant, tout le monde m'a aidé, m'a secoué, m'a dit de me reprendre en main. Tout d'un coup, je continue à exister et ça vaut le coup de me battre pour quelqu'un. Je dirais que celle-là, c'est la diapo la plus importante, la question de la sécurité affective. Et celle-là, on l'avait peut-être moins mesurée. Quand on est éducateur, quand on est directeur d'une institution éducative, on aime bien être fier de la façon dont les jeunes sortent. Et il y a des jeunes, on se dit « Ah, on a été super fort, on a coché toutes les croix. Il a une formation, il a un logement, il a un emploi quand il sort. C'est bon, on ferme les yeux, il reviendra nous présenter ses enfants plus tard. Le travail est fini, on a été super bon. » Avec le dispositif de la Touline, on s'est aperçu d'un truc. Les croix, elles pouvaient être cochées pour 2 mois, 3 mois. Et puis en fait, de façon silencieuse, si on n'allait pas voir de plus près ce qui se passait, pour les fameux jeunes pour qui il n'y a pas de filet de sécurité familiale, eh ben, ça pouvait faire patatras assez vite. Et ça, on n'avait pas trop envie de le voir. Encore une fois, je vous prends un petit exemple, celui de Johnny. Il a son CAP de boucherie. Et il y a beaucoup d'emplois de boucher, il n'y a pas de problème, on trouve du travail. On lui trouve un logement dans une résidence où en plus il aurait pu rester après 30 ans. 6 mois après son départ, voilà que la chargée de Touline est appelée. « Allô madame, ici la résidence, on va devoir expulser Johnny. » Ah bon, alors là, on tombe tous de notre chaise en disant « Bon, là, s'il y en a un sur lequel on était serein, c'est notre Johnny. » Il était même passé à la télé, je crois, on avait fait un reportage très fier sur ce dont on avait fait. Alors, Amélie, ma chargée de Touline, prend sa voiture, se déplace, dit « Mais non, mais il y a une incompréhension, c'est pas possible. » Qu'est-ce qu'avait fait Johnny ? Dans sa résidence, il avait pris un petit chat. Eh oui, il n'avait personne, pas de famille, orphelin, etc. Les résidences, c'était interdit pour les chats. Alors ça, c'était le petit truc qui faisait qu'ils avaient envie de le virer. Par ailleurs, ça, c'était le sommet de l'iceberg. Mais après, la responsable de la résidence dit « Non, mais il faut que je vous voie, en fait. Il va bientôt être interdit bancaire. Il a plus de 6 000 € d'arriérés de loyer. » Alors là, on la regarde en disant « C'est pas possible. Enfin, entre loyer, d'impayé, etc., on reçoit des relances de partout. » Bah non, pas Johnny, qui gagne bien plus qu'un éducateur avec son travail de boucher. Eh oui, mais Johnny, il travaillait, c'est un petit boucher artisan qui le payait par chèque. Quand il sortait du travail, la banque, elle était fermée. Eh bien, Johnny n'avait pas le réflexe, depuis 6 mois, d'aller encaisser ses chèques. Et donc, quand la chargée de Touline est arrivée,
allez, l'heure et demie que ça lui a prise, le temps d'aller à la résidence, elle a trouvé une pile de chèques. Eh bien, elle ne passait pas. Ce moment n'existait pas où on allait encaisser les chèques. Johnny, il perdait son logement, il devenait interdit bancaire. Et puis, pas longtemps après, il perdait son travail. Voilà. Et pourtant, on avait coché toutes les croix et on avait été super bons, nous, les éducateurs d'institution. Je reviens alors sur l'accompagnement global qui vient jusqu'au bout. C'est vraiment ça. Quand on demande à Amélie dans le reportage, elle dit, et on la sent bien qu'elle dit, mais c'est difficile de caractériser. Alors elle dit, oui, ils viennent pour le logement, pour le travail. Mais en fait, ils viennent pour tout et n'importe quoi. Vous le voyez bien et vous le comprenez bien à travers les situations. Avec les jeunes filles qui arrivent, il y a les problèmes de santé, le stress de la grossesse, quand elles arrivent. Et puis, encore une fois, discuter et prendre un café, au-delà de toutes les questions matérielles qui se posent. Encore une fois, il n'y a pas très longtemps, 2 jours avant de partir ici, la chargée de Touline m'annonce qu'elle reçoit un jeune qu'on a connu depuis très longtemps. Encore une fois, pas de sécurité familiale, qui avait été très malade et qui était devenu, avec un traitement de chimiothérapie, très tardivement sourd, à l'âge de 20 ans, alors qu'il était encore chez nous, sauvé par la chimiothérapie, mais sourd. Enfin, en tout cas, malentendant. Et du coup, nous, on avait espéré qu'il s'inscrive dans la communauté sourde, qui est une communauté très solidaire, sauf qu'il nous expliquait que la plupart des sourds aujourd'hui en France sont nés sourds, on devient de moins en moins, et donc lui, il ne connaissait pas la langue des signes, était seul, etc. Bon. Alors d'abord, on l'aide à trouver un petit logement, parce que là où il habitait, il ne se trouvait pas en sécurité. Bon, très bien. Et puis, je pense que, alors, il était tombé sans doute dans une précarité, dans la mauvaise précarité, mais il n'allait pas bien. Et la chargée de Touline a eu l'idée de l'inviter il y a 2 jours déjeuner. Et c'est à ce moment-là, quand il est arrivé sur l'établissement, qu'il a pu lui dire, et c'est là où il faut être solide en tant que chargé de Touline, parce qu'on a tout, il a pu lui dire, en fait, ce matin, j'ai avalé ma boîte d'antidépresseurs. Bien entendu, il savait qu'il allait venir déjeuner avec Amélie, il savait que, sans doute, qu'il allait être pris en charge, mais il s'est autorisé à dire qu'il allait mal, parce que derrière, il savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et voilà, c'est des histoires qui sont incarnées, qui sont, elles, les plus dures, qui montrent que si on laisse ces jeunes-là, bien entendu, ils peuvent chuter très bas. Le quotidien d'Amélie n'est pas que celui-là. Il y a aussi les nouvelles très joyeuses, et d'avoir la possibilité d'avoir une oreille pour partager aussi les bonheurs, il faut l'entendre. Et qu'un bonheur, il est bien quand on le vit, mais quand on peut le partager, c'est encore plus chouette. Et quand on peut s'en réjouir et le fêter. Donc, encore une fois, je ne veux pas faire de misérabilisme. Bien entendu, on construit le dispositif pour éviter le pire, mais c'est aussi pour aider les jeunes à avoir un bonheur réel et partagé et vécu à travers cette question du lien. Alors, vous voyez dans le dispositif souple et réactif que quand on recrute des chargés de Touline, il faut avoir des moutons à 5 pattes, on dit en France. C'est des gens qui ont les reins solides, qui savent être créatifs, trouver les ressources autour d'eux quand il y a une difficulté qui est posée par le jeune, et qui peut aller d'un simple problème de remplir une feuille d'impôt, une feuille de sécurité sociale, à des problèmes beaucoup plus lourds de santé psychique, de dossiers de reconnaissance handicap, parfois malheureusement aussi de gestion. On a eu de gérer tout d'un coup un gros patrimoine qui arrivait pour un jeune parce que ses parents décédaient à 22 ans et qu'il faut avoir les reins solides pour accompagner ce genre de choses. La question, c'est et après, puisque ce dispositif semble porter des fruits très bons, qui se déploient sur 4 départements, que les jeunes eux-mêmes nous disent et que les chiffres nous disent que ça marche bien. Mais alors pourquoi est-ce qu'on finalement on ne le mettrait pas partout, et est-ce que c'est ça la solution pour faire le pont en France entre 21 ans, la sortie maximum du dispositif de l'aide sociale à l'enfance, et 25 ans, l'âge du début des minima sociaux et de la prise de relais par une certaine chose, et pour combler ce vide entre 21 et 25 ans. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'argent. Aujourd'hui, ce dispositif, il marche sur 4 départements, que la Fondation d'Auteuil, mais il est financé par du mécénat, c'est-à-dire des fonds privés, et par le Fonds social européen. Aujourd'hui, les départements qui ont en charge la protection de l'enfance disent oui, mais ce n'est pas de la protection de l'enfance, ils ne sont plus protection de l'enfance. Et puis, du coup, où est-ce qu'il faut aller chercher de l'argent? Tout ça n'est pas très clair. Alors, le plan pauvreté annoncé par Emmanuel Macron semble aller dans une voie,
Mais il y a une vraie question du financement. Et je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent le système du financement du Fonds social européen, mais la difficulté, c'est que le Fonds social européen, on est payé après. Donc il faut avoir les reins très solides en termes de trésorerie pour pouvoir avancer les fonds, avec toujours l'incertitude qu'une fois que les contrôleurs du Fonds social européen arrivent, ils reprennent un pourcentage qui valide partout. Et donc, au niveau national, ne serait-ce que de la Fondation d'Auteuil, prendre le risque sur 4 territoires, oui, sur tous les territoires, ça commence à toucher des sommes qui sont difficiles à engager avec tant d'incertitudes. La durée. On a vu aujourd'hui que le choix avait été de dire on accompagne ces jeunes de façon proactive sur les 3 ans après leur sortie des dispositifs. Mais finalement, au bout de 3 ans, on sort encore d'un dispositif. Ça y est, c'est fini la Touline. Est-ce qu'on dit alors du coup, ça y est, non, tu as des problèmes, mais là, tu as passé les 3 ans et c'est fini. Est-ce que ça doit être 5 ans pour arriver jusqu'au seuil des 25 ans et des minima sociaux? Mais ce qui voudrait dire que, quand même, on entérine le fait qu'à un moment donné, on rompt le lien, ou en tout cas, on le distend fortement. Ou est-ce que tout d'un coup, on fait le pari que ce n'est pas vraiment un dispositif et que c'est quelque chose qu'on fait pour la vie? Mais dans ces cas-là, voilà, ça veut dire une file active de jeunes où on fait le pari qu'en faisant bien notre travail, au fur et à mesure, les jeunes en vieillissant auront moins besoin ou de façon épisodique, est-ce que ça sera gérable? Parce qu'on ne peut pas créer des armadas de chargés de Touline. Mais est-ce qu'une fois, on va s'autoriser à se dire, enfin, on crée quelque chose qui n'est pas un dispositif, qui a un début et une fin? Voilà, la grande question éthique qui nous agite. Mais je vous avoue que je fais partie de ceux qui plaident sur le pour la vie et d'oser dire qu'à un moment donné, on est capable de s'engager comme ça. Et de faire le pari qu'on sera suffisamment efficace pour que les jeunes finalement tombent dans ce fameux lien de confiante amitié et qui n'est pas une sollicitation quotidienne ou permanente comme les suivis intensifs au début de la sortie. La question, elle va avec ça, le nombre de jeunes. Le nombre de jeunes suivis, combien un chargé de Touline peut suivre de situations? Aujourd'hui, on a estimé que le maximum était 75 jeunes en suivi, avec des suivis plus ou moins intensifs. Mais 75 jeunes, on y est au bout de 2 ans d'expérimentation, on y est déjà rien que sur le territoire du Val d'Oise. Donc comment est-ce qu'on va réussir à faire grossir et à gérer la file active? Voilà des questions d'avenir qui nous taraudent. Et puis, le grand enjeu, c'est d'en faire une vraie politique publique. Voilà. C'est de dire, c'est très bien, la Fondation, et je m'en réjouis, Apprentis d'Auteuil se mobilise sur le sujet, apporte des fruits. Mais comment on fait et comment on continue à être militant pour que ça devienne un droit de ces jeunes, voilà, d'avoir un filet de sécurité? Comment est-ce que le fait de sortir de l'aide sociale à l'enfance ouvre des droits dans la vie d'avenir? Et là, j'allais dire, le combat ne fait que commencer. La Fondation Apprentis d'Auteuil a fait le choix. Je fais partie d'une institution qui n'a pas la même culture, je pense, militante que la Fondation Amile Carré, qui était plutôt consensuelle. Et depuis peu, qui a décidé de dire non mais là il y a quand même des sujets sur lesquels il faut qu'on prenne des positions. Et donc ça fait 2 élections présidentielles où on publie une sorte de manifeste pour la jeunesse en difficulté et où ce sujet commence à arriver fort. Mais j'allais dire, nous en sommes qu'aux prémices et votre gentillesse de m'avoir invité, de m'écouter, le fait que les médias s'en saisissent, voilà, font partie de cet acte de militantisme en disant aujourd'hui on est sur une goutte d'eau. Mais c'est vraiment une réflexion de société, si on revient aux statistiques qu'on voyait, d'un pays qui, pour moi, s'évalue aussi la façon dont il prend en charge ses plus fragiles et qui, aujourd'hui, clairement, accompagne de façon insatisfaisante dans la vie les jeunes qui sortent de la protection de l'enfance. Voilà, je vous remercie infiniment.